Je suis ravi d'être là ce soir, presque, avec vous. Alors, c'est un auditoire un peu particulier pour moi. Comme vous comprendrez où je travaille, ce sera plus clair. Mon nom est Didier Boulet. Je suis directeur du Design Center, en fait, chez Thales. Thales, c'est une grande entreprise internationale qui est originaire de France et aujourd'hui présente dans 50 pays. Il y a à peu près 65 000 employés dans le groupe. Et on travaille dans des 5 verticaux qui vont en fait de l'aérospatial au spatial, en passant par la sécurité, le transport, dans des activités civiles et des activités défense. Pour rendre ça plus concret, si vous montez dans un Airbus aujourd'hui, l'avionique à bord de l'avion est fournie par Thales. Si vous montez dans n'importe quel avion et que vous passez dans le monde, il est impossible de voler en avion sans être pris par le contrôle trafic aérien de Thales. On fait des systèmes de sécurisation ferroviaire, on réalise des sonars, on envoie des satellites. Donc c'est vraiment un groupe de haute technologie avec une culture fortement marquée par les ingénieurs. Voilà. Donc ça, c'est le contexte un petit peu de l'entreprise dans laquelle je travaille. On a un agenda assez dense cet après-midi et j'ai plusieurs points à couvrir avec vous. Le premier, on va parler de design thinking. Le design thinking, c'est une méthodologie d'innovation, donc une manière d'aborder l'innovation et qui est fortement marquée par la compétence design que j'illustrerai tout à l'heure. Je vous donnerai un exemple concret d'un projet qu'on a réalisé il y a 2-3 ans qui sera plus parlant que les slides plus théoriques et méthodologiques en fait, que je vous présenterai après. Donc, dans le groupe Thales, on utilise le design thinking maintenant depuis plusieurs années et donc je vous montrerai aussi comment on passe à l'échelle avec une méthodologie d'innovation qui a démarré à un endroit et qui aujourd'hui, vous l'avez vu sur la première planche, s'est déployée quasiment dans 10 localisations en fait, du groupe Thales dans le monde et on n'a pas fini, on continue en fait à se déployer. Voilà. Et puis je finirai avec les 5 ingrédients. Si demain vous voulez implémenter cette méthodologie ici au sein de l'IUT, je vous donnerai les 5 ingrédients qu'il vous faut pour réussir le déploiement du design thinking dans votre environnement. Voilà. Donc ça c'est le programme. Je vais essayer de tenir dans les 3 quarts d'heure qui me sont donnés pour qu'on ait du temps après, si vous avez des questions, qu'on puisse débattre dessus. Voilà. Donc le design thinking, c'est comme je l'ai dit, une méthodologie d'innovation dans toutes les grandes entreprises, les petites, les moyennes et les grandes d'ailleurs. Le mot innovation aujourd'hui est absolument, je dirais, essentiel. Et donc toutes les organisations mettent en place des plateformes, des équipes qui vont travailler à innover, donc à inventer les nouveaux produits, les nouveaux services en fait, de cette entreprise. La compétition, elle est aujourd'hui mondiale, globale et effrénée. Et donc, la différence, la compétitivité des entreprises se joue beaucoup sur leur capacité en fait, à innover plus vite et mieux que leurs concurrents. Un autre élément comme point d'entrée dans cette présentation, c'est qu'il y a, je dirais, quelques dizaines d'années, ça suffisait d'avoir une super idée et une super technologie et d'être le leader sur le marché. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que si vous avez que la technologie, ça ne marche plus. Il faut la technologie, il faut le modèle économique, le business model, et il faut également en fait, avoir un usage, une expérience utilisateur qui soit complètement hors pair. Et c'est la fusion de ces 3 éléments qui fait aujourd'hui la force de cette méthodologie. Voilà, mais on va y arriver. Alors, d'abord 2 planches pour vous donner un petit peu quelques clés sur le design thinking. En gros, c'est quoi ? La définition, le monsieur qui est là, Tim Brown, c'est le patron d'une entreprise qui s'appelle IDEO, une entreprise qui est née dans la Silicon Valley, qui est associée depuis très très longtemps à des boîtes comme Apple et d'autres, et qui est le champion d'innovation locale, et qui est la fusion de plusieurs cabinets de design et de sociétés qui font du conseil en innovation. Et c'est cette entreprise qui a particulièrement œuvré pour faire émerger en fait, cette méthodologie de design thinking. Le patron Tim Brown a écrit des ouvrages et puis il définit le design thinking comme étant en fait une approche qui mêle à la fois une approche centrée sur l'humain,
qui intègre à la fois les besoins en fait, des personnes, des utilisateurs, avec la faisabilité technique du moment, et qui va aussi regarder à la viabilité économique en fait, de l'innovation, du concept en fait, qui est mis sur le marché. C'est la fusion de ces trois choses. À la fin de cette présentation, ça n'aura plus de secret pour vous. Je vois quelqu'un perdu là, mais ça va devenir plus concret. Si je le traduis de manière graphique, si vous faites du Google sur Design Thinking, vous allez tomber très probablement sur cette figure. Cette figure, elle dit que l'innovation et le Design Thinking, ça met ensemble les problématiques de faisabilité. Donc là, on est sur la technologie. Donc dans une boîte comme Thales, toutes les communautés d'ingénieurs portent ça, nos centres de recherche portent ça. C'est la désirabilité au sens design, au sens utilisateur, au sens expérience utilisateur. Et c'est la dimension viabilité. Et donc là, c'est plutôt le modèle économique, le business model, en fait, qui va primer. Dans beaucoup de plateformes d'innovation, une ou plusieurs de ces dimensions manquent. On ne fait que de l'innovation technologique et on se plante parce qu'on ne trouve pas son marché, on ne trouve pas son utilisateur final. On a une super idée technologique, on trouve un marché, par contre l'expérience elle est tellement nulle qu'en fait il y a un rejet de l'utilisateur final. Et quand je viendrai un petit peu sur les entreprises qui utilisent le design thinking, tout de suite ça va vous parler parce qu'on va revenir sur l'expérience Uber, Airbnb, Apple. Et aujourd'hui ces entreprises qui font la différence, elles arrivent à cumuler en fait, ces trois dimensions dans tous leurs produits et dans tous les services qui sont proposés. Il y a une méthodologie, donc il y a un process, il y a des outils en fait, qui sont mis en avant. On reviendra en fait, sur cette planche. Il faut juste voir que dans l'innovation, on parle souvent de problem solving. On cherche à solutionner des problèmes. Je pose un problème et je cherche une solution. En fait, dans le design thinking, il y a une deuxième partie amont qui est aussi importante, qui est de trouver des bons problèmes. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde fait tout. Et donc, comment on trouve des nouveaux problèmes et à être les premiers à les résoudre bien, et en plus, à ce que ce soit viable économiquement parlant. Et ça, c'est, je dirais, toute la difficulté aujourd'hui de monter des innovations, de monter des nouveaux produits dans le marché. Alors, je vais illustrer avec un projet pour vous montrer un petit peu comment ça marche, toutes ces étapes. Et puis, on reviendra sur cette planche après. Alors, il y a 3 ans et demi, on a eu un responsable de ligne de produit d'un domaine dans notre organisation qui s'occupe d'équiper en fait, les forces de police. On équipe les forces de police à Singapour, au Moyen-Orient, en France et ailleurs dans le monde. Et la question qui a été posée, c'est comment on améliore la sécurité des policiers en conditions de mobilité. Voilà. Il y avait un contexte qui faisait que c'était assez brûlant comme sujet. Et on est parti avec ce brief qui est extrêmement ouvert et il ne nous a pas dit « je veux tel produit » ou « je veux telle solution ». On pourrait vous poser le même brief demain et vous partez à l'aventure pour essayer de trouver des solutions qui pourraient améliorer la sécurité du policier en mobilité. Donc pour faire ça, on monte une équipe. Et quand on monte une équipe de design thinking, on ne prend pas que des designers. On prend des designers, des ingénieurs, des gens, des managers, des commerciaux, des policiers. Et on crée une équipe multidisciplinaire qui va travailler, vous le voyez, 2 fois 6 mois, c'est la durée complète en fait, du projet qui s'est déroulé, et qui forme la core team en fait, qui travaille en fait, sur ce sujet. La première étape d'un projet de design thinking, c'est la phase dite de recherche, d'exploration. Et donc avant de foncer vers les solutions en disant ah, ben, il faut mettre des véhicules blindés, il faut mettre un smartphone super intelligent, avant de faire ça, on explore en fait le contexte, on essaye de comprendre comment travaillent en fait les forces de police aujourd'hui. Et donc on part sur le terrain, on passe du temps dans les voitures de police, en patrouille, on regarde les opérations, on se connecte en fait avec ces utilisateurs finaux et on essaye de développer un maximum d'empathie avec eux. Et là on apprend énormément de choses sur comment leur motivation dans leur métier, la manière dont ils organisent leur journée, la manière dont ils conçoivent leur carrière. Donc il y a plein d'échelles différentes et c'est comprendre vraiment le métier en fait, de l'utilisateur final. On va observer, on va s'immerger. Après, on parle de conditions de mobilité. Donc aujourd'hui, la vie d'un policier, on s'est concentré la vie d'un policier dans un contexte urbain. Donc la sécurité urbaine, la criminalité, les réseaux sociaux, enfin, il y a toutes les tendances en fait, qui sont là. On a été se brancher pour comprendre c'est quoi aujourd'hui ce contexte en fait, de sécurité urbaine.
On parle de mobilité, donc quand on parle de mobilité, on est tombé sur les tendances sur tout ce qui est autonomie, drone, véhicules intelligents, objets connectés. Et donc on se nourrit également de toutes les tendances technologiques, smartphones, et puis vous verrez sur la nature des produits sur lesquels on est arrivé à la fin, et se sont vraiment inscrites en fait dans ces tendances. Mais là, vous êtes en exploration complète, vous essayez d'apprendre à la fois les tendances techno, le marché, qui fait quoi, et c'est quoi la vie du policier. Voilà. Et cette phase-là, sur les 6 mois, elle dure 3 mois. Donc c'est 50% du temps, il est passé à vraiment aller se plonger dans la vie en fait, du policier. Après ce travail, en fait, vous voulez aller chercher des éléments nouveaux, des éclairements. En anglais, on parle d'insight, ça se traduit très très mal en français. Mais c'est des étonnements, des éclairements, une prise de conscience sur un nouveau problème ou un élément sur lequel vous allez vous concentrer en particulier. Et vous voulez en récupérer toute une série de cette première phase en fait, de recherche et d'exploration. Qu'est-ce qui nous a vraiment étonnés? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'ils nous ont dit, ou la collision entre une tendance technologique et quelque chose qu'on a constaté sur le terrain? Et ça, on pense que c'est une bonne piste, et donc on veut creuser, et c'est là-dessus qu'on va concentrer le projet. C'est très très compliqué de trouver des insights qui sont vraiment nouveaux. Donc c'est beaucoup de travail, et le gros du travail dans un projet d'innovation, c'est de trouver en fait ces éléments nouveaux. Et avec ça, on définit des zones d'opportunité sur lesquelles on va se concentrer. On va se concentrer sur le 6e sens du policier, on va se concentrer sur la plateforme de mobilité, on va se concentrer sur différentes zones en particulier. Et on repose la question. D'où le mot define, reframe en anglais, qui est recadré. On va recadrer cette question parce qu'on a appris des choses pendant cette phase de recherche. Ensuite, quand vous avez ces zones d'opportunité qui sont définies, là, c'est le moment le plus drôle. C'est celui où on réunit plein de gens et puis on génère plein d'idées, et on fait du brainstorming et on joue avec les post-it. Et l'idée, c'est d'aller sur du volume, d'être fou et de créer. Mais cette partie est très courte. Elle s'organise en atelier, on invite un auditoire comme ça, on vous sépare en sous-groupes, on génère des idées. Après, on essaie de synthétiser et voir là où on a touché quelque chose de vachement intéressant. Donc, dans ce projet-là, on a réuni 30 personnes qui venaient de... On a des activités police, par exemple, à Mexico, Singapour. On avait les équipes qui étaient là. Et on a généré 12 concepts. Donc, un concept, c'est plus qu'un post-it, c'est plus qu'une idée. On a déjà une idée de l'usage, une idée du modèle économique en fait, qui va être associé, les types de techno qu'on va pouvoir activer en fait, dans ce produit. Et donc, on a 12 concepts. Là, on sketch, on storyboard, on essaie de raconter comment ça va vraiment marcher, en fait, ce concept. Après, quand vous prenez ces concepts et que vous allez commencer à expérimenter, à tester votre idée, par exemple, avec des policiers, vous faites de la co-création avec eux, ben, il y en a qui étaient, en fait, un peu soit stupides, naïfs, ou pas du tout applicables sur le terrain. Un des concepts qui est tombé à l'eau, c'était un drone en cas d'accident qui allait générer un Wi-Fi local pour créer une bulle de communication et expliquer à tout le monde ce qui se passe, le temps d'attente, et tout ça. Et ça avait l'air sympa, mais en fait, à manipuler, c'était compliqué, ça coûtait trop cher. On n'a jamais trouvé, en fait, le modèle économique, l'usage et la techno, l'alignement des planètes entre ces 3 dimensions n'a jamais fonctionné. Et donc, on l'a laissé tomber. L'idée, ce n'est pas de développer 12 produits. L'idée, c'est d'en développer 1 ou 2, mais ceux-là, d'y aller à fond derrière. Voilà. Et la dernière phase, la phase dite d'impact, c'est celle où, à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Donc, on a fini avec 3 concepts que je vais vous présenter dans un moment. Pour chacun des concepts, vous avez un modèle économique, donc vous savez expliquer comment vous allez fabriquer le produit, vous savez expliquer qui vont être vos partenaires, vous savez expliquer c'est quoi la proposition que vous allez faire à vos clients, l'offre à laquelle ça correspond, est-ce que c'est un produit, un service, donc vous allez expliquer une appli mobile, ce qu'il y a en fait dans votre proposition. Vous avez une idée de la roadmap, en fait, du planning. Est-ce qu'il faut 10 ans pour développer le produit ou dans 18 mois, j'ai un produit qui est sur le marché et que je peux vendre dans le monde entier? Et puis, vous préparez du pitch et du storytelling. Et le pitch et le storytelling,
Pour ceux qui commencent déjà à jouer avec les startups, les incubateurs & co, vous savez que c'est un exercice essentiel en 1 minute 30, 2 minutes de pouvoir vendre en fait votre idée à des investisseurs, à des professeurs, à des partenaires. Et donc vous avez besoin de faire ça alors que vous n'avez pas encore un produit, pas pour le vendre, mais pour convaincre en interne qu'il faut du financement pour développer le produit. Pour développer un produit comme ça, en général, il faut plusieurs millions d'euros, donc on ne vous les donne pas comme ça, donc il faut aller convaincre, et juste votre idée, ça ne suffira pas. Et puis, vous passez à la phase suivante, recherche de financement. Le MVP, c'est le terme qui veut dire Minimum Viable Product. Donc, c'est le développement du produit minimum viable économiquement, et qui est en général le niveau de produit dans le monde des startups qu'on vise quand on part vers un marché. Donc ça, c'est les 5 phases. Et donc, après ce projet, on a fini avec 3 concepts. Et les 3 concepts, il y avait un nouveau gilet pare-balles avec du tissu intelligent et de l'électronique embarquée dedans. Vous avez déjà vu les policiers à peu près partout dans le monde. C'est un arbre de Noël avec des équipements partout, de la com. Et donc l'idée, c'était d'en réintégrer un maximum en fait, dans la veste, le gilet pare-balles. Il y avait tout à fait à droite un concept à la Google Glass, donc de la réalité augmentée, mais avec de l'eye tracking, donc c'est-à-dire que si le policier regarde une caméra, il peut dire je prends le contrôle de la caméra et le flux vidéo lui arrive en fait dans sa réalité augmentée. Donc c'était un peu plus dynamique que juste augmenter, je dirais, la vue du policier. Et puis celui du milieu, on est arrivé sur un concept de 6e sens du policier, donc comment développer le 6e sens du policier. Pourquoi? Parce qu'un des insights, un des éclairages de début de projet, c'était qu'ils nous ont dit que c'est la routine qui les tue. C'est quand ils ne s'y attendent pas qu'ils font un contrôle de trop et qu'il leur arrive des choses voilà, pas sympas. Et donc, comment je peux développer le 6e sens? Et là, on s'est embarqué dans toute la tendance du wearable computing, donc les smartwatches, les badges, les patchs, les bandeaux, et tous ces équipements aujourd'hui qui commencent à, je dirais, nous équiper. Donc, comment je crée un produit? Et là, on est arrivé très très vite sur la montre, une montre connectée qui devienne l'extension des sens du policier. Voilà. Et ça, c'est la sortie, c'est le concept qu'on a, et puis on est capable de dire voilà comment ça a fonctionné. On avait quelques scénarios qui ont été identifiés, du style quand je suis séparé des autres, je suis prévenu. Quand il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, je suis prévenu. Je rentre dans une partie de la ville où en fait la criminalité est plus forte qu'ailleurs. Je suis prévenu. Et donc à tout moment, cette montre en fait met en vigilance le policier. Et c'est en base arrière où tous les, je dirais, les systèmes d'information moulinent ces informations pour pousser quelque chose d'assez simple pour le policier. Mets-toi en vigilance, en fait. Il y a quelque chose. Voilà. Donc ça a été le concept. Et après, vous partez dans un deuxième cycle où, à partir de ces scénarios, vous scénarisez, vous travaillez vos user stories, et vous commencez à... Là, on est beaucoup dans le monde digital, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'écrans, d'interfaces aux machines à développer. On n'a pas construit de montre. Les smartwatches, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut chez Android, chez Apple et autres pour équiper. Et là, vous commencez à décliner vos scénarios. Et là, on travaille avec des designers, c'est-à-dire alors c'est des designers d'interaction ou des designers dits UX, d'expérience utilisateur, qui sont rompus à tous les outils, je dirais, de prototypage rapide, Photoshop, Illustrator, j'en passe et des meilleurs. Et donc, vous faites le design détaillé en fait, du produit. À la fin, vous arrivez à un concept qui devient de plus en plus, je dirais, clair, limpide. Vous avez une montre et puis toutes les fonctions sont décrites. Vous avez les prototypes et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour faire le développement, je dirais, et mettre le produit sur le marché. Et c'est ce qui s'est passé sur ce projet, puisque aujourd'hui, ce produit fait partie, là c'est la planche officielle de Thales sur le policier connecté de demain. Il a une montre connectée, il a l'équivalent des dashcams pour policiers, les caméras que vous voyez sur les polices américaines, par exemple en France, je ne sais pas s'ils sont équipés, mais ça doit commencer. Voilà. Il doit avoir des caméras corporelles. Tous les centres de calcul en big data et en cloud computing qui sont derrière dans les centres de contrôle, et donc tout ça participe à un système d'information complètement connecté.
On a contribué pas seulement sur la montre, mais sur d'autres produits, sur le même mode, en partant du policier, à arriver en fait sur ces conceptions de nouveaux produits. Alors ça, c'est un projet parmi 50 qu'on a réalisé, mais qui est très intéressant parce qu'il part d'un brief au départ qui est vraiment centré sur l'utilisateur final, qui est le policier. On a des projets où on cherche à innover pour un pilote de Rafale, pour un conducteur de train, pour des agents de sécurité, pour des passagers dans le métro. Donc, mais on part de l'utilisateur final, on part de l'humain comme source d'inspiration et proposition en fait, de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Et là, si je revisite cette planche présentée tout à l'heure, c'est là où cette méthodologie en fait, d'innovation est intéressante, parce qu'elle est faite dès le départ pour assembler dans le même espace-temps en fait, des compétences très différentes. On va pouvoir travailler sur ce projet avec des gens qui viennent de la stratégie, du marketing. On va intégrer des designers, on va intégrer des ingénieurs. Et vous voyez, dans le produit dont je vous parlais, on a vu la patte du designer, tout le travail d'immersion, d'empathie avec l'utilisateur final. Ensuite, il a fallu sketcher, storyboarder, travailler sur la créativité en fait, pour trouver tous ces nouveaux services. Constamment, il faut valider que c'est un produit qu'on va pouvoir vendre, et pas seulement en France, donc c'est également à l'export, donc stratégie, marketing, en fait, rentre dans la boucle. Et puis, il faut le faire, le produit. Donc, la faisabilité technique et le coût, en fait, de développement, évidemment, également extrêmement important. Les 5 phases revisitées. Alors, en bleu, c'est la manière dont une des écoles très connues dans le design thinking qui est Stanford. Stanford a une design thinking school qui est le temple du design thinking, on va dire, aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'est le vocabulaire utilisé par Stanford. En noir, vous avez un petit peu les variations, je dirais, locales qu'on a pu en faire. La première phase, il la caractérise comme la phase d'empathie. Donc, vous avez passé énormément de temps au contact avec vos futurs clients, vos futurs utilisateurs. Si dans la salle, il y a des gens qui veulent faire des startups là, pour lancer leurs produits, il faut savoir que 40% des startups qui échouent, elles échouent parce qu'elles construisent un produit dont personne ne veut. Donc elles n'ont pas fait le travail. Elles n'ont pas été validées, je dirais, dans le contexte ou dans l'espace du problème, là, sur le marché, dans la rue, si leur produit, en fait, avait un vrai sens et s'il y avait une vraie demande. Et donc, ils sont partis, ils ont cramé du financement familial ou d'une banque, hein, si vous avez de la chance, qu'on vous donne du financement, mais vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas été validé si cette idée, finalement, elle a un marché en face. 40% des échecs, c'est parce qu'il n'y a pas de demande en face. Voilà. Et donc, nous, on veut éviter ça. Et donc, on commence en travaillant en fait, sur le terrain et avec les utilisateurs finaux pour être sûr qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande en face. La deuxième étape, c'est celle où vous allez recadrer en fait, et décider là où vous voulez envoyer votre projet. Souvent, le premier brief, au tout début, il est assez large. On part d'un utilisateur, peut-être d'un problème, et puis vous allez passer des semaines, des mois au contact, et vous allez dire, oui, mais en fait, le vrai problème, c'est pas celui-là. On pourrait déplacer un petit peu l'angle d'attaque, et on aurait quelque chose de plus intéressant. Et donc, vous pouvez bouger, et d'ailleurs, au-delà du design thinking, les designers, en général, sont je dirais, très attachés à cette capacité de pouvoir reformuler à tout moment le problème qui a été posé initialement et pas de l'accepter en dur jusqu'à la fin du projet. L'idéation, le concept, si vous allez sur Google et que vous cherchez un petit peu design thinking, innovation, vous allez voir beaucoup d'images avec des post-it et des salles collaboratives. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ces modalités. Par contre, c'est 10% du projet. 90% du projet, c'est la recherche, c'est l'empathie, c'est aller chercher de la data, c'est prototyper et faire, aller dans des espaces de prototypage, construire les protos pour aller revoir les utilisateurs et tester. C'est ça le travail. Le travail, ce n'est pas de mettre des post-it dans la bonne couleur et puis de les ranger ensemble. Le prototypage et l'expérimentation, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que quand vous pensez que vous avez une super idée, c'est bien. Très vite la prototyper, très vite ça veut dire pas cher, et ensuite aller valider que c'est vraiment une bonne idée avec vos utilisateurs finaux,
Il faut du courage pour faire ça, parce que souvent on préfère faire, je dirais, mettre les œillères, se dire si j'y vais et je continue, je ne veux surtout pas avoir de feedback ou de critique, alors que c'est vraiment essentiel d'aller chercher en fait le feedback et la critique. Voilà. Donc ça, ces phases-là, elles sont en général peu faites par je dirais, les équipes innovation classiques, parce que c'est plus facile d'aller directement, je dirais, de l'avant. Donc voilà les 5 grandes phases de cette méthodologie. Alors de nouveau, Google est mon ami. Des représentations de ce processus d'innovation enrichi au design, il en existe des dizaines. Chaque auteur, chaque école a réinventé un petit peu la manière de représenter, modéliser ce processus d'innovation. Quand vous décortiquez ce qu'il y a derrière, on retrouve systématiquement le même ADN, la divergence au début, l'exploration, recadrer le problème, l'idéation, et donc on retrouve systématiquement en fait cet ADN. Ces représentations, elles sont très jolies, sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, ça ressemble plus à ça. Alors ça, c'est une image qui circule beaucoup dans le monde du design, et qui dit qu'avant d'arriver sur votre concept, et puis une forme de clarté, et puis un design hyper léché à la fin, le début, c'est le chaos, c'est beaucoup d'itérations, d'allers-retours, de frustration, et ça, vous ne pouvez pas le mettre dans des boîtes avec des flèches dans un process. Et pourtant, c'est là que ça se passe, c'est là que la créativité, et c'est là où le côté multidisciplinaire il est important, parce que chacun va apporter un point de vue, je dirais, sur le problème. Si vous restez que dans la partie gauche, ce n'est pas bon non plus. Hein. Alors, je reviendrai là-dessus, mais une des raisons pour lesquelles le design thinking s'est imposé comme une des grandes méthodes d'innovation dans le monde, c'est parce que c'est très, très outillé. Et ce n'est pas très compliqué, en fait, à apprendre. Il y a des méthodes que vous trouvez gratuitement sur le net. Vous pouvez acheter des bouquins. Donc, pour quelques dizaines d'euros, vous avez votre référentiel avec quelle méthode technique je peux utiliser pour faire du design thinking. Et après, c'est juste de la pratique. Donc, il faut mettre en œuvre, il faut se lancer dans un premier projet. Le deuxième élément particulier du design thinking, c'est que c'est une méthode d'innovation qui s'est imposée partout. Et ça, c'est assez singulier. Le design thinking, on en trouve aujourd'hui des mises en œuvre, voire des plateformes, des labos complets, dans des administrations publiques aux États-Unis, en Scandinavie, plutôt au nord de l'Europe. En France, ils essayent. Il y a des entités qui essayent de faire ça, mais elles ont quand même un peu plus de mal. Au niveau des écoles, les écoles d'engineering à Stanford, c'est partie de la faculté Mechanical Engineering. Donc ça devrait un peu vous parler. Au Canada, il y a une business school, la Rotman Business School, qui s'est lancée, qui a commencé à intégrer dans les cursus de MBA du design thinking. Et puis après, tout s'est emballé. Et aujourd'hui, c'est enseigné à HEC à Paris, à Polytechnique, dans les écoles de design, dans les écoles d'ingénierie. On va en retrouver vraiment dans toutes les écoles. Et pas uniquement aux États-Unis ou en France, mais en Chine, en Inde, en Australie, ça s'est complètement en fait globalisé. Le monde des startups, vous verrez quelques exemples tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est complètement dans la culture. Donc avoir des designers dans les fondateurs d'une startup, c'est de plus en plus standard. Les incubateurs comme Google Venture, qui est le venture capitaliste de Google, a une design team qui travaille en design thinking pour aider en fait, les startups à monter en, fait, en maturité sur leur concept. Google en interne a des ateliers, des projets de design thinking à tout va. Et vous verrez la liste des entreprises qui utilisent aujourd'hui cette méthode, c'est assez impressionnant. Les PME, toutes les agences liées à l'innovation et donc qui ont fait de leur métier du conseil en innovation sont sur ces méthodologies. Et puis les grands groupes, nous on est plutôt, Thales, on est plutôt là. Il y a beaucoup de grands groupes et des grands groupes industriels ou des grands groupes de technologie qui aujourd'hui se mettent au design thinking justement pour équilibrer la culture, ne pas être que dans une culture technologique et d'ingénieur, mais arriver à intégrer dans l'innovation du design et le raisonnement sur le business et les modèles économiques. Voilà. Donc c'est ça le truc. Il y a, à ma connaissance, très peu de méthodes qui ont atteint, je dirais, et qui couvrent un spectre aussi large. Voilà.
Le design thinking, oui, il y a des outils, mais ce n'est pas juste appliquer des outils. Une des clés dans l'innovation, c'est la culture et l'état d'esprit. Et c'est ça qu'on veut transformer. Alors, vous n'avez pas encore vécu 3 vies dans une grande entreprise, mais ça viendra. Vous verrez que la culture dans les grandes entreprises, dans les administrations publiques, ça peut être très très lourd. Et donc changer en fait ces cultures, changer cet état d'esprit pour arriver à mieux innover, c'est essentiel. Là, vous avez les mindsets en fait, de Stanford, de la D-School de Stanford qui sont à l'écran. Il y a beaucoup de choses qui parlent en fait, d'action, de faire. Donc, je suis très heureux de voir que vous allez créer un Fab Lab au sein de l'IUT. Mais c'est essentiel. Le côté, on arrête de parler et on fait, on prototype. Et en prototypant, on va continuer à apprendre et à faire avancer en fait, le concept. Il y a énormément de choses sur la collaboration dite radicale. Donc je mets des gens ensemble et à un moment donné, on crée notre environnement, on le maîtrise et de manière super intense dans cet environnement, on collabore, on co-crée, on co-design. Alors c'est facile quand vous êtes tous de la même, je dirais, spécialité. Je vais vous dire, le jour où vous avez commencé à faire un projet avec des designers et avec des gens d'école de commerce, ils ne pensent pas comme vous. Voilà. Et de l'autre côté, ils vont se dire la même chose. Et donc trouver un langage commun, arriver à bosser avec eux, et c'est vrai aujourd'hui, et ça restera vrai en fait toute votre vie, toute votre carrière, en fait c'est vraiment des profils très très différents. Et arriver à faire travailler tout ce petit monde ensemble pour produire de l'innovation, ça c'est très fort. Voilà, c'est ça la clé. Dans les grandes compétences pour travailler en design thinking, donc tout le monde peut travailler en fait dans ce type de projet. Après, il y a ceux qui vont se spécialiser et devenir, je dirais, les experts de l'approche. Il y a la pensée divergente. Donc, il y a des gens qui sont plus divergents et qui sont plus créatifs et qui ont cette capacité à tout de suite ouvrir et à partir, à délirer, diront certains. Mais ça, c'est une compétence en fait, qui est importante à avoir dans l'équipe. Si tout le monde est comme ça ne va pas. Mais c'est bien qu'il y en ait quelques-uns qui soient, je dirais, fortement marqués par cette pensée divergente. Le design centré utilisateur, le user-centered design, le mieux c'est d'avoir des designers dans l'équipe. Évidemment, ils sont formés, je dirais, à ces aspirateurs à empathie, de besoins utilisateurs. Et donc, avoir des designers dans l'équipe, c'est super. Tout ce qui est marketing, modèle économique, storytelling. Donc il y a beaucoup de techniques et de théories derrière le storytelling, donc avoir ça dans l'équipe, le spécialiste du pitch, c'est extrêmement intéressant. Le travail sur le visuel, l'ethnographie, le prototypage, le hacking, vous voyez toutes ces compétences. Dans l'équipe, il faut essayer de couvrir en fait, ces différents champs. Voilà. Alors pour finir sur un petit peu le design thinking, ce que c'est, comment ça marche, et pourquoi ça marche en fait. Ça marche parce que c'est simple. En fait, si demain ou ce soir, vous allez sur Amazon, vous achetez un bouquin sur le design thinking, vous commencez à le lire, vous dire, ben, en fait, oui, il y a beaucoup de bon sens, puis chacune des techniques en tant que telle n'est pas compliquée. Donc, il faut juste en aligner 20, 30, et je commence à être bien équipé en termes d'outillage. Mais c'est assez simple. Ça veut dire que vous pouvez mettre ça entre les mains de professeurs dans le primaire, vous pouvez mettre ça entre des agents de sécurité, ils vont pouvoir faire un projet. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'outils, et ce n'est pas des outils qui coûtent cher, c'est beaucoup d'outils de facilitation. Le prototypage, il est rapide et un peu, je dirais, jugad, donc pas cher et rapide. Voilà, donc c'est très bien outillé. Les 3 dimensions, business, design, technologie, le fait de pouvoir les mettre ensemble, c'est pour ça que ça marche et que ça atteint des résultats qui sont meilleurs qu'une seule de ces filières qui essaye d'innover, je dirais, dans son coin. Cette pensée divergente, alors de nouveau, c'est le point de vue de la grande entreprise, mais dans un grand groupe comme Thales, par exemple, les gens à la longue, ils pensent trop en interne. Et ils oublient de regarder le marché, les tendances, les compétiteurs, et de vraiment ouvrir, je dirais, vers l'extérieur. Et ça, c'est en train de changer très, très, très rapidement. Voilà. Donc cette pensée divergente, c'est une des clés pour trouver les nouveaux problèmes, pour trouver les insights dont je parlais tout à l'heure. Les designers, c'est une phrase que je reprends souvent, vous pouvez faire du design thinking sans designer, vous seriez fou de faire du design thinking sans designer, parce qu'ils vont vous enrichir chacune des étapes. Pendant la recherche, pendant l'empathie, se brancher avec l'utilisateur, ils ont un œil pour observer en fait
les comportements, pour les besoins, voilà, que vous n'allez pas avoir. Par contre, quand on va rentrer dans le prototypage, le côté ingénieur va complètement ressortir sur la partie plus technique. Mais le designer va apporter sur la maquette, explorer, je dirais, le facteur de forme ou les facteurs de forme qui pourraient être mis en face en fait, de la techno au cœur du produit. Voilà. Et donc c'est très très complémentaire. Et ensuite, il y a cette obsession du prototypage et du test. Donc comment je fais en sorte de valider en fait, toutes les hypothèses que je prends le long du chemin? Comment je fais en sorte d'obtenir continuellement du feedback sur ce que je suis en train de faire? Et ça peut être fait au début, au milieu et à la fin en fait, du projet sur différentes formes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en 6 points pourquoi on pense que celle-là, elle marche mieux que, je dirais, d'autres méthodes que vous pourriez connaître. Alors, qui utilise le design thinking? Alors là, ça va tester un petit peu vos connaissances du monde des entreprises. Alors celle-là, à mon avis, vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Infosys? Non? Donc Infosys, c'est une des plus grosses boîtes informatiques indiennes. Ils tangentent le 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le patron. Et il y a maintenant 2 ans, il a dit qu'il allait transformer sa boîte, la rendre plus efficace, compétitive. Et le deuxième pilier de transformation, c'est le design thinking. C'est faire en sorte que toutes les équipes en interne collaborent en multidisciplinaire, réfléchissent d'abord aux besoins utilisateurs, aux besoins clients, avant de foncer avec de la techno. Voilà. Là, je fais le résumé super simpliste. Mais c'est une première de voir un CEO d'une boîte indienne qui pèse, en fait, ils sont plus gros que Thales, et qui fait une sortie publique en fait, sur le design et sur l'innovation en fait, drivée par le design. Après, vous avez Accenture. Accenture, c'est un des grands cabinets de conseil. Alors, c'est plus qu'un cabinet de conseil, ils sont tentaculaires. C'est 400 000 personnes dans le monde aujourd'hui, Accenture, donc c'est une boîte énorme. Le patron est français. Et Accenture, depuis quelques années, achète des boîtes de design et a mis le design thinking au cœur de toute son innovation. Donc, c'est vraiment un gros engagement. Vous avez une entreprise comme SAP, qui est un des derniers grands éditeurs logiciels européens. Donc, SAP disait que s'ils comptaient tous les utilisateurs affectés par leur système, ils étaient à 1 milliard en fait, de personnes. Donc, sans le savoir, l'université, elle tourne probablement sur SAP. Les usines tournent sous SAP. Les systèmes de gestion client, ça tourne sur SAP. Donc, SAP, ils sont à peu près partout. Et SAP a financé la première Design Thinking School à Stanford. Et depuis, en fait, en interne, si vous êtes recruté demain chez SAP, on ne sait jamais, il y a beaucoup de chances que le projet d'innovation il se fasse en Design Thinking. IBM, je pense que tout le monde connaît IBM. IBM est en train de consolider un département de plus de 1000 designers dans le monde et a mis le Design Thinking comme fer de lance en fait, de toute son approche en fait, d'innovation. Et pourquoi ils font ça? Pour les mêmes raisons que nous. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils sont amoureux de la théorie, c'est que c'est une des plateformes qui permet de mettre dans la même salle un manager, un ingénieur, un designer, un marketeur. Ils arrivent à se parler, à travailler et à créer quelque chose ensemble. Et rien que ça, en fait, ça vaut de l'or. Et les derniers, nous, c'est un peu nos préférés. C'est Google Venture qui, en fait, a créé une plateforme, une design team qui travaille pour toutes les startups qui rentrent chez Google Venture. Donc vous avez Nest, les thermostats intelligents, là, pour ceux qui ont déjà vu. Uber, ils ont été les premiers à investir dans Uber. Et donc ils travaillent avec ces startups en design thinking pour les aider en fait, à monter en puissance en fait, sur leur concept. Et pour ceux qui sont intéressés, Airbnb, alors il y a beaucoup de littérature, je vous donnerai des pointeurs à la fin sur là où aller chercher de l'information. Et il y a beaucoup d'articles, par exemple, qui décrivent comment Airbnb en fait, a peaufiné l'expérience client et l'expérience aussi des personnes qui louent leurs biens grâce au design. Et ils travaillent sans relâche sur chaque élément de blocage pour arriver à une expérience absolument optimale. Là-dedans, des grands industriels comme GE, Air Liquide,
l'armée américaine, les banques. Et là, il y a 1/10 de la liste des entreprises qu'on a en fait dans le radar sur l'utilisation de la méthodologie. Alors, comment on a déployé en fait cette méthodologie en fait dans le groupe Thales? Je peux vous dire que c'était pas, je dirais, de tout repos d'amener une méthodologie qui amène du design, du marketing dans une entreprise dominée par une culture d'ingénieurs. Voilà. En 2009, on a envoyé, on fait ça tous les 2-3 ans, un groupe d'exécutives dans la Silicon Valley pour aller s'imprégner de la culture start-up, entrepreneuriale californienne. Et ils ont découvert la D-School, ça veut dire c'est la Institute of Design of Stanford, c'est la Design School de Stanford. En fait, ce n'est pas une école de design, c'est une école de design thinking. Elle a été montée un peu en spin-off de Mechanical Engineering, donc elle est adossée à Mechanical Engineering, mais ils viennent des étudiants de biologie, design, engineering, marketing, business, et donc c'est un lieu où on travaille en fait en design thinking. Et ils ont établi beaucoup des codes, en fait, comment organiser les espaces, comment fonctionne le processus, quelles sont les méthodes. Tout ça est en ligne. Vous pouvez aller vous brancher, je dirais, sur ça. Et ils ont un programme, ça s'appelle le ME310, où ils travaillent avec des universités associées. Et donc pendant 3 ans, on a travaillé avec l'université de Paris-Est, l'école des ponts, à Paris. Et on a fait 3 projets avec la D-School pour apprendre. Et donc on a fait 3 projets sur des drones, sur le cockpit d'hélicoptère et sur réinventer la prise de vue dans le cinéma, puisqu'on fait des optiques de cinéma de la mort. Donc on a travaillé là-dessus. Et au bout de 3 ans, on en savait assez en fait, pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'était d'internaliser complètement tous ces principes dans une plateforme au sein de l'entreprise. Et donc on a créé la première à Paris, et puis très très vite, on a d'autres équipes d'innovation dans Thales qui nous ont dit « Nous aussi, on veut devenir un design center. Est-ce que vous pouvez nous former? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment ça fonctionne ?» Et donc on a commencé à aller se déployer en fait, dans d'autres pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des design centers. Alors on a un gros cluster de design centers en Europe. Paris, Glasgow, Londres, Bordeaux, Brest, Toulouse. Singapour, et puis là, avant fin d'année, on va ouvrir à Beijing et également à Québec. Et donc, ce qu'on fait, on crée un lieu. Je vais vous montrer quelques photos de lieux. Donc là, c'est le design center initial qui était à Jouy. Ça fait à peu près 200 mètres carrés. Vous avez une équipe de 4-5 personnes avec des designers à l'intérieur qui travaillent. Vous avez un espace de prototypage. Alors, on n'a pas des machines comme les vôtres. On fait du moins lourd. C'est beaucoup d'électronique, Arduino, Lego, et puis beaucoup d'outils digitaux en fait, sur tout ce qui est maquette UX. Voilà. Donc ça, c'est des projets qu'on a fait. Ça, c'était un projet de revoir toute l'expérience dans un aéroport pour l'aide aux personnes handicapées, qui est un gros problème pour Aéroport de Paris. Donc c'est un projet sur lequel on a planché. Ça, c'est nos nouveaux locaux qui sont à Paris, les Glasgow. Et donc, on retrouve cette atmosphère tiers-lieu avec un look un peu industriel, beaucoup de tableaux blancs, des espaces de prototypage dans lesquels vous plongez vos équipes et qui travaillent en fait plusieurs mois en fait, sur leur projet. Bordeaux, Singapour, et puis le dernier qu'on a créé là à Brest, qui est là. Alors l'expérience, là la création de ces design centers s'est fait sur 4-5 ans. C'est le temps qu'il nous a fallu pour répliquer en fait le modèle. Alors qu'est-ce qu'on a appris pendant ces 4-5 ans? Chacun de ces design centers opère de manière un peu différente. Alors pour vous, ça c'est complètement abstrait, mais le modèle économique de comment ça travaille, qui paye, qui finance les design centers, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vend, qui sont les clients, c'est un élément, je dirais, important dans la création de plateformes d'innovation de ce type-là. Le deuxième, c'est d'être très clair sur ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Aujourd'hui, quand vous créez un tiers-lieu d'innovation, est-ce que vous êtes un centre de formation ou pas ?
Est-ce que vous faites du collaboratif et des ateliers à la journée, donc c'est plutôt de la facilitation créative ou pas? Est-ce que vous êtes juste un espace à projet? Est-ce que vous êtes un incubateur de start-up? Est-ce que vous êtes un Fab Lab? Et je peux continuer comme ça. Ce que vous ne pouvez pas être, c'est tout ça en même temps. Et donc il faut être très clair sur ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas. Ça va définir votre identité. Et derrière, je dirais également votre modèle économique, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière en ressources, en financement, en équipe qui sont là. Le vrai investissement dans tous les design centers, c'est l'équipe que vous mettez dedans. Donc dans chacun, on a entre 2 et 10 personnes qui sont présentes pour embarquer les équipes de l'entreprise ou les équipes avec lesquelles on travaille pour travailler sur les projets. Et donc ce n'est pas les tableaux blancs et le mobilier qui constituent l'investissement, c'est l'équipe en fait et la formation en fait de cette équipe. Et là, on a un niveau où on sait, aujourd'hui, on a, je dirais, un process des outils pour répéter et créer assez rapidement en fait, des plateformes d'innovation là où on le juge intéressant pour le groupe. Alors, en conclusion, les 5 ingrédients d'un déploiement design thinking réussi. Le premier, le plus simple, c'est il faut vous former et acquérir en fait, les éléments de processus en fait, et les outils pour pouvoir travailler. Donc, il y a une partie auto-formation, il y a une partie j'apprends sur le tas, il y a choisir un framework, vous avez vu qu'il y en avait beaucoup, il faut choisir un cadre et la sémantique qui va bien, on l'a choisi, et après surtout il faut faire. Voilà. Donc c'est assez peu dans la théorie et plutôt dans l'action. Ensuite, il faut attacher ces pratiques et l'adosser avec un lieu créatif ou collaboratif. En général, c'est de 100 mètres carrés à 500 mètres carrés pour être concret. Ce n'est pas un bâtiment de 5 étages, mais c'est un espace qui doit être extrêmement flexible pour permettre d'accommoder des équipes de 10 personnes qui vont travailler pendant 2-3 mois ou des événements où je réunis 40-50 personnes et qui vont travailler en sous-groupe pendant 2 jours. Donc vous voulez un espace qui puisse accommoder toutes ces modalités. Voilà. Donc là, il y a plein de règles, et de bonnes pratiques sur comment j'accommode, comment je crée ces espaces. Le troisième élément, c'est qu'il vous faut mettre au cœur de cette plateforme une équipe multidisciplinaire qui va pouvoir aider, former, faciliter tous ces projets. Et donc avec le triptyque, en tout cas chez nous, c'est comme ça qu'on monte le noyau dur, un designer, un profil business marketing et un profil plutôt technique, ingénieur. Ça, c'est le triptyque de base qu'on veut en fait dans nos équipes et qui doit couvrir un spectre de compétences assez large. Le quatrième élément pour réussir un déploiement, c'est qu'il faut du design. Donc, je reviens sur ma sortie sur les designers. Il faut mettre des designers dans le dispositif. Pour plein de raisons, parce qu'ils ont un œil différent et leurs sources d'inspiration sont différentes de celles d'un ingénieur. Ils ont des super pouvoirs en sketching, en rendu. Voilà, faut les voir avec un crayon sur le sketch rapide. C'est des choses que, je dirais, un humain normal ne fait pas. Et puis sur le rendu final, l'impact en fait des rendus finaux est également extrêmement important. Entre un PowerPoint, un slide horrible qui présente 5 idées ou un rendu 3D et une mise en situation, il n'y a juste pas photo. Et quand vous allez devoir aller convaincre en interne, en externe, que votre idée c'est la bonne, des storyboards, des rendus, des sketchs, c'est super puissant. Voilà. Donc avoir des designers à bord, c'est très important. Et le dernier, c'est de ne pas oublier l'élément d'état d'esprit et de culture. Et ça, ce n'est pas tangible. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une liste de choses qu'il faut faire. Il faut progressivement l'établir. Alors, c'est moins un souci quand on est jeune et qu'on est déjà dans un environnement start-up, incubateur, je monte l'activité. C'est un vrai enjeu dans les entreprises et les grandes organisations. Donc ça, c'est les 5, je dirais,
5 éléments sur lesquels il faut se concentrer quand on monte, je dirais, une plateforme de type design thinking. Et après, chaque situation est particulière. Environnement académique, environnement d'entreprise, environnement entrepreneurial. Je dirais, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Alors, pour ceux dans la salle qui se disent « ça c'est pour moi, il faut absolument que je devienne le design thinking champion de l'IUT hein », il y a des ressources qui sont là. Alors nous, on maintient depuis plusieurs années des Flipboard. Flipboard, c'est un magazine en ligne. Vous avez sur vos Android, vos iOS, vous y avez accès. Et c'est plusieurs milliers d'articles, de vidéos, de cas d'études autour du design thinking. C'est une des ressources les plus denses que vous allez trouver sur le net. Et particulièrement la première, le Design Center Magazine. Je pense qu'il y a 650 posts d'articles, de vidéos, donc tout ce qu'il y a à savoir sur SAP, IBM, qu'est-ce que fait Google, c'est quoi le design thinking, vous avez la totale. Ceux qui lisent tout, ils peuvent postuler chez moi, ils en sauront autant que mes équipes. Voilà. Et puis on en a une trentaine de magazines, je vous ai mis les principaux, mais ça c'est une très bonne source pour démarrer. Et la deuxième, il y a une bibliographie un petit peu pour démarrer. Le premier livre, le Change by Design, c'est le petit livre rouge du design thinker écrit par Tim Brand de cette entreprise IDEO. Designing for Growth, voilà, il y a plein d'articles, plein de bouquins, parfois plus sur la méthode, parfois plus sur l'état d'esprit, la culture design thinking. Voilà, donc c'est un bon point de départ si vous voulez vous lancer là-dedans. Partez avec ces bouquins, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Merci à vous. Je voulais vous demander, est-ce qu'en France, il y a des structures qui permettent d'étudier ce genre de méthodes, etc. Ou c'est vraiment que à Stanford? Parce que je ne pense pas qu'on ait tous les moyens d'aller à Stanford ici. Oui, tout à fait. Alors, il y a des programmes de formation à l'École des Ponts à Paris-Est qui sont ouvertes. Il y a pas mal de troisième cycle également dans des écoles de design qui sont là. Donc, aujourd'hui, il y a une offre au sein des universités, des écoles qui existent. Et après, pour les entreprises, il y a une offre en fait, de formation pour les entreprises qui est également là. Donc, il n'y a pas besoin d'aller forcément en Californie ou à Stanford pour apprendre le design thinking. L'autre manière, c'est de faire des stages. Donc, il y a de plus en plus en fait, d'entreprises et de plateformes d'innovation telles que le Design Center qui prennent en stage des ingénieurs, ingénieurs, designers, marketeurs, et qui, là, vous passez 6 mois dans ce type d'environnement. Et voilà, vous avez acquis, je dirais, la base des compétences pour pouvoir travailler là-dedans. Alors, c'est une question sur le fait que les projets sont souvent portés par des équipes multidisciplinaires. Et je pense qu'il y a un peu le même problème avec les méthodes agiles en informatique d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe quand l'équipe n'est pas stable? Ou est-ce que le projet meurt à la fin de l'équipe? Est-ce qu'il faut en reprendre un nouveau? Comment ça se maintient dans le temps? Avec des gens qui peuvent aller et venir. Il y a plein de façons de déployer ça, je dirais le design thinking dans l'entreprise. Soit j'essaie de saupoudrer tout le monde, soit je crée des centres de compétences, des poches où je protège une équipe. Nous, c'est le modèle dans lequel on est. Donc un design center, il y a une équipe qui est là, et là, l'équipe est stable. Moi, mon équipe, elle est là à 3, 4, 5 ans. Mais on ne travaille jamais seul. Donc c'est-à-dire qu'après, il y a des participants qui viennent des différentes entités qui vont venir et qui forment l'équipe complète. Donc nous, on est l'élément stable, et après, pendant 3 mois, 6 mois, on va travailler avec eux. Et puis quand le projet est fini, eux, ils retournent, ils ont un vrai travail, une vraie vie, en fait, dans l'entreprise. Donc ça, c'est un élément de réponse par rapport à la gestion des ressources. Après, ce que ces concepts deviennent après le projet Design Thinking, j'ai un super concept, j'ai convaincu tout le monde. C'est super dur d'aller chercher les financements et de lancer un développement effectif. Et c'est dur dans tous les dispositifs d'innovation. C'est-à-dire il y a cette vallée de la mort entre j'ai un truc super, mais après il faut prendre le risque, il faut que le management en fait, aille mettre du budget pour faire développer le produit. Et ça c'est compliqué et ce n'est pas une méthode en particulier qui va, je dirais, solutionner ça. Nous on essaie à travailler la partie storytelling avec le prototypage, le maquettage, d'être le plus convaincant, impactant possible.
Et c'est voilà, je dirais, c'est comme ça qu'on aborde ce problème. Je voulais vous demander, à propos de design thinking, comment vous voulez travailler à plus petite échelle? Parce que là, vous apportez beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, tout ça. Mais si, comme par exemple nous, on ne peut pas faire comme une multinationale et avoir autant de choses. Donc comment on pourrait faire ça? Alors, ça coûte rien de faire un projet de design thinking. Il y a, dans les références que je vous donnais, il y a un guide, par exemple, qui s'appelle Design Thinking for Educators. C'est un guide. Vous donnez le document, il fait 30 pages, à une équipe, là à l'origine une équipe de professeurs pour faire leur projet. On enlève Educators, on met Students. Vous prenez, c'est autoporteur, et il faut juste se lancer en fait dans le projet. Si vous avez un peu de coaching à gauche, à droite, ça peut vous aider sur le premier projet. Mais ça ne demande pas d'énormes moyens. Là, évidemment, vous voyez des plateformes d'entreprises de 100, 200 mètres carrés. Vous n'allez pas tout de suite les avoir. Néanmoins, j'ai compris qu'il y avait des projets pour vous doter de lieux collaboratifs Fab Lab. Et là, vous allez avoir l'infrastructure. Et après, c'est juste la méthode, les outils, progressivement faire rentrer cette culture en fait, dans la manière de traiter vos projets d'innovation. Et là, c'est assez facile en fait, à mettre en place. Voilà. Les financements pour vos projets, vous allez les chercher où? Oh là là. Est-ce que je peux répondre devant la caméra? Alors nous, on a un contexte particulier, on est dans un grand groupe. Dans tous les grands groupes, en fait, il y a une partie du chiffre d'affaires qui est réinvestie dans l'innovation. Ça peut être un centre de recherche et sur de la techno, je dirais vraiment sur la science le font. Ça peut être sur des projets d'innovation comme ceux-là. Et donc chaque année, il y a, je dirais, un grand exercice de savoir sur quoi l'entreprise va investir. Est-ce qu'on investit sur la 5G? Est-ce qu'on investit sur tel produit? Est-ce qu'on cherche à créer un nouveau produit dans tel domaine? Et le résultat de cet exercice, c'est qu'on va récupérer plus ou moins de budget sur ces sujets. La manière dont ça se passe, vous ne voulez même pas savoir, parce que c'est super compliqué, matriciel, international. Voilà. Alors moi j'avais une question par rapport au projet. Donc je voulais savoir si vous faisiez appel uniquement à d'autres entreprises pour vos demandes de projet, ou si des personnes au sein de Thales pouvaient proposer eux-mêmes leurs projets. Tous les projets qu'on réalise, la grande majorité, ils viennent de l'interne en fait. Et au-delà des design centers, il y a plein d'autres mécanismes sur l'innovation. Par exemple, chaque année, il y a un appel à candidature, donc n'importe quel employé de Thales peut proposer un sujet innovant dans le digital. Et il a une super idée sur une nouvelle application smartphone pour détecter. Il peut soumettre en fait son idée et son prototype à un jury, et puis il y a tout un concours. Et donc là, on a 400 projets qui sont proposés en interne, qui viennent du monde entier. Et puis un processus de sélection, et les meilleurs après sont financés pour aller plus loin. Voilà. Et des mécanismes comme ça, on en a, je dirais, toute une série. Donc c'est beaucoup en émergence en fait par des équipes que les projets arrivent. Alors, juste avoir une idée en fait de votre parcours. Oh. Donc, alors je suis belge. Ça c'est important. Alors moi j'ai un parcours où j'ai démarré j'ai une formation plutôt orientée économie. Et puis j'ai pas fait ça, j'ai fait du développement informatique dès que je suis rentré sur le marché du travail il y a un certain temps. Et puis je suis rentré chez Thales, j'ai monté une activité, une business unit. Et puis je suis venu à Paris il y a à peu près 10 ans. J'ai pris la direction d'équipe dans les centres de recherche, dans tout ce qui était logiciel. Puis j'étais au corporate où j'étais en charge de la direction technique sur tout ce qui était web, big data, cloud, computing. Et puis quand ils m'ont sorti un petit peu ce job-là, j'ai créé mon job et j'ai proposé de créer le Design Center de Thales, le premier là en 2012. On m'a laissé faire et puis là tout le monde est content parce que c'est un grand succès, donc moi aussi je suis content. Voilà. Et ma deuxième question, c'est plus pédagogique en fait. Par rapport au prototypage, je dis souvent en fait avec les étudiants avec lesquels je travaille, je dis toujours attention, on n'a toujours qu'une première fois. Est-ce que c'est vrai?
quand on présente un prototype qui n'est pas vraiment fini, où on explique, ah, oui, non, mais là, ça va mieux marcher, et ainsi de suite, quoi. Alors, sur le prototypage, nous, c'est une phase où ce n'est pas forcément un prototype, un démonstrateur qu'on va présenter à des stakeholders ou des investisseurs. Donc c'est vraiment avant tout un processus interne où on explore. Voilà. Après, à certains moments, on peut utiliser les prototypes comme moyen pour capter du feedback. Et là, quand vous allez présenter en fait, votre prototype, c'est sûr que vous allez, si vous rassemblez par exemple des décideurs, vous n'allez pas les avoir 50 fois autour de la table. Donc là, il faut, je dirais, un peu performer. Et après, sur le prototypage, c'est très associé avec l'art de la critique et être capable de mettre en place en fait, un mécanisme de critique qui fonctionne, où on ne détruit pas en fait, ce qui a été présenté, mais de l'autre côté, on veut récupérer du feedback. Donc la critique dans le design, en fait, c'est absolument essentiel. Et dans le design thinking, on essaye de garder en fait, cette critique bien en place. Voilà. Donc on va clore cette conférence. On remercie encore M. Boulet de sa participation.